L'augmentation de l'humain est un phénomène qu'on observe depuis quelques décennies et ça marque vraiment une étape dans le développement de la biomédecine, c'est l'apparition d'un autre type de médecine, une médecine qui est non thérapeutique. Effectivement, jusqu'il y a peu, l'objectif premier des médecins, et d'une certaine façon c'est encore le cas, est un objectif thérapeutique. On veut aider les patients, trouver des solutions, trouver des traitements. Mais depuis quelques années, quelques décennies, on s'aperçoit que lorsque la recherche biomédicale produit de nouvelles molécules, de nouveaux médicaments ou de nouvelles technologies, ces technologies peuvent aussi être utilisées pour améliorer certaines fonctions physiques et mentales de l'être humain. Donc c'est ce déplacement des frontières entre le thérapeutique et le mélioratif qui est le moteur d'une certaine façon de cette transformation de l'humain qui est en cours. Alors quelques exemples pour que ce soit plus clair. Premier exemple lié à la pharmacologie, on peut parler de la ritaline ou la rilatine qui est une amphétamine qui est utilisée depuis très longtemps pour aider les adolescents qui ont des problèmes d'hyperactivité, des désordres attentionnels. La ritaline permet d'améliorer l'attention, mais si vous donnez le même produit à un adolescent qui n'a aucun trouble particulier ou à un adulte, vous allez aussi améliorer ses fonctions cognitives. La revue Nature a montré que 20% des lecteurs de Nature, donc essentiellement des universitaires, admettent prendre régulièrement des dopants cognitifs. Là, c'est un exemple pharmacologique qui n'est pas très impressionnant, puisque d'une certaine façon, de tout temps, l'homme a utilisé des drogues pour améliorer certaines fonctions. Mais lorsqu'on passe de la pharmacologie à la technologie, on voit que ce qui est en jeu, c'est une transformation en profondeur de la structure biologique de l'être humain. C'est clairement le cas avec les outils, nouveaux outils technologiques comme le CRISPR-Cas9, qui est une sorte de ciseau permettant de couper, de coller l'ADN. On pouvait le faire depuis longtemps, mais là, on le fait avec une beaucoup plus grande efficacité. Et donc, aujourd'hui, grâce à cette technologie, on a déjà modifié le génome d'embryons humains. À ce jour, on n'a pas encore réimplanté les embryons. Mais là aussi, ce qui va se passer, c'est un effacement des frontières entre le thérapeutique et le mélioratif. Donc, dans un premier temps, le CRISPR-Cas9 sera sans doute utilisé pour résoudre des problèmes liés à des maladies génétiques, mais très probablement, un jour, on l'utilisera aussi pour améliorer certaines fonctions en modifiant directement le génome de l'embryon. Un autre exemple technologique qui est intéressant, notamment par rapport à la question du handicap, ce sont les interfaces cerveau-machine. Donc Miguel Nicolelis est un chercheur de la côte est des États-Unis, d'origine brésilienne, et c'est lui qui a, dans les années 1990, lancé ce programme de recherche sur les interfaces cerveau-machine. C'est un programme tout à fait fascinant. Et on utilise en fait l'activité bioélectrique du cerveau. Donc lorsqu'un être humain ou un singe pense ou veut par exemple déplacer un bras, il y a une activité bioélectrique au sein par exemple des régions frontales. On va enregistrer ce que Nicolas Ellis appelle les orages cérébraux, donc cette activité bioélectrique, on va la traduire en un langage, un signal digital, donc cette information électrique biologique va être traduite pour qu'elle puisse être utilisée par un ordinateur qui va ensuite mouvoir par exemple un bras articulé, un artefact. Donc par la pensée, un singe et aujourd'hui aussi un être humain va pouvoir déplacer un artefact. Donc évidemment, en première utilisation thérapeutique, par exemple un exosquelette qui va être déplacé par la pensée. Aujourd'hui, depuis 2012-2013, il y a une patiente tétraplégique qui peut utiliser un bras articulé pour se nourrir. Mais clairement, les objectifs de Nicole Liss vont au-delà du thérapeutique. Son rêve, c'est de permettre à l'esprit d'agir au-delà des frontières du corps. Et le plus extraordinaire, c'est qu'il a réalisé au moins certains de ses objectifs, puisque aujourd'hui, un de ces singes, donc, qui se trouve dans son laboratoire sur la côte est des États-Unis, en se déplaçant par la pensée, on récolte en quelque sorte l'activité bioélectrique de son cerveau,
le signal digital est envoyé par Internet vers un laboratoire au Japon, à Kyoto. Et donc, par la pensée, le singe américain va déplacer un robot qui se trouve au Japon. Donc, l'esprit agit bien au-delà des frontières du corps, même au-delà de l'océan dans ce cas-là. Et on peut imaginer, donc c'est un exemple lié à la motricité, mais on peut imaginer d'autres exemples. Il y a aujourd'hui des interfaces cerveau-cerveau ou des exemples liés à la sensorialité. On a créé un rat, donc on a doté le rat d'un mécanisme permettant de percevoir la lumière infrarouge et on envoie les données vers certaines régions du cortex postérieur du rat qui code pour la région du goût. Donc phénoménologiquement, c'est comme si le rat percevait la lumière infrarouge, mais en la goûtant. Donc phénoménologiquement, c'est très particulier. Donc on pourrait effectivement imaginer de modifier directement les fonctions cognitives de l'être humain via ces interfaces cerveau-machine. Voilà quelques exemples de passage du thérapeutique au amélioratif. Le mouvement transhumaniste, historiquement, est né dans les années 60 aux États-Unis. C'était essentiellement à l'époque des penseurs libertariens et l'objectif majeur, c'était la quête de l'immortalité. Mais la technologie n'était pas encore très développée et donc il préconisait à l'époque la technique de la cryopréservation, hein, donc avant de mourir ou à la mort de la personne, on cryopréservait les corps dans l'espoir qu'un jour la technologie puisse permettre de les ressusciter ou de les améliorer. Donc ce mouvement n'était pas très sérieux jusque dans le courant des années 1990, on voit une évolution du transhumanisme avec des penseurs comme Nick Bostrom et Julian Savulescu, qui occupent tous les deux aujourd'hui des chaires à l'université d'Oxford, chaires d'éthique appliquée à l'université d'Oxford. Et on peut définir le transhumanisme en un slogan assez simple, être en meilleure santé, vivre plus longtemps, être plus intelligent, tout cela dans l'espoir d'être plus heureux. Alors si on réfléchit à cette formule, être en meilleure santé, très probablement, si on bénéficie des bienfaits de la biomédecine contemporaine, être plus intelligent, il faudrait d'abord définir l'intelligence, mais modifier les fonctions cognitives, très certainement par la pharmacologie et aussi par la psychopharmacologie, mais aussi par la technologie, comme les interfaces cerveau-machine, mais il y a beaucoup d'autres technologies en jeu. Vivre plus longtemps, oui, probablement. Donc, on sait qu'une des obsessions du transhumanisme, c'est la quête de l'immortalité. Donc, on ne deviendra sans doute jamais immortel, mais aujourd'hui, des biogérontologues sérieux, qui ne sont pas nécessairement transhumanistes, considèrent que le vieillissement n'est pas quelque chose d'inéluctable et dès lors, peut-être un jour, on aura des remèdes pharmacologiques ou technologiques pour permettre de ralentir ce vieillissement. Par contre, on peut être plus sceptique par rapport à la conclusion de ce slogan. Grâce à toute cette technologie d'amélioration, on sera plus heureux. Là, c'est loin d'être sûr. Mais en tout cas, ce mouvement transhumaniste, c'est un mouvement qui se trouve à une extrémité du spectre, donc qui encourage l'auto-transformation via la technologie, une sorte de liberté morphologique. Mais à l'autre extrémité du spectre, vous avez un autre courant philosophique qu'on appelle le mouvement bioconservateur ou plus généralement les philosophes naturalistes qui considèrent que la biomédecine doit rester thérapeutique et qu'on ne peut pas utiliser la médecine à des fins non thérapeutiques, que c'est en quelque sorte de l'hubris, de la démesure et que c'est très dangereux de jouer à Dieu. Un des chefs de file de ce mouvement conservateur, c'est le philosophe américain Michael Sandel, qui était membre du comité américain de bioéthique, qui avait réfléchi à ces questions au début des années 2000. Et donc l'argument philosophique est assez simple, il s'agit de respecter le donné naturel. Il faut respecter le donné naturel.
Alors, ce n'est pas nécessairement très convaincant parce que, par définition, la biomédecine n'a jamais respecté les données naturelles. Donc, on peut se demander pourquoi, même lorsqu'il s'agit d'augmentation, il faudrait respecter ces données naturelles. Néanmoins, les arguments avancés par les bioconservateurs sont intéressants. L'argument, c'est d'une part les risques pour la santé, qu'il faut évidemment prendre en compte, encore plus lorsqu'il s'agit d'une technologie à des fins non thérapeutiques, et puis aussi le grand argument d'accroissement des inégalités. Il est très probable effectivement que ces nouvelles technologies vont contribuer à accroître les inégalités. On parle de la création d'une aristocratie biotechnologique, et récemment, dans son ouvrage Homo Deus, Harari, donc ce penseur israélien, considère que avec le développement des technologies, mais aussi des intelligences artificielles et de la robotique, on va créer ce qu'il appelle une useless class, une classe d'êtres inutiles. Et donc, paradoxalement, même si on augmente l'être humain, même l'être humain augmenté risque d'être marginalisé par rapport à la création de ces nouvelles intelligences artificielles.